Chers amis, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver. Euh, c'est vrai qu'on a eu un petit moment d'absence dans nos rencontres, dans nos discussions que je reprends avec un immense plaisir. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour vos abonnements à la chaîne. Ça fait toujours très plaisir de voir que nous sommes nombreux à vouloir parcourir les couloirs du temps, tous ensemble, sur différents domaines, qu'ils soient spirituels, historiques. Vous savez, tout se tient. Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 25 juillet 1909, devant la mer. Se tient ce qu'on pourrait appeler, ce qui ressemble à un avion, mais une structure extrêmement fragile. Structure composée de roues de bicyclette, de la toile, du fer. Et dans cette machine, un homme, Monsieur François Blériot, qui s'est donné le pari fou de voler, de traverser la Manche sur cette fameuse machine volante. Alors pourquoi vous parlez de Monsieur Blériot maintenant, aujourd'hui? Eh bien, je trouvais qu'il y avait, comme je vous l'ai dit, d'étonnantes similitudes dans les couloirs du temps que nous fréquentons. Et je suis retombé récemment sur une archive qui date de 1968. Alors, 1968, tout le monde retient cette date où l'homme a mis le pied sur la Lune. Ces hommes s'appelaient Armstrong, Almer, et tout cela devant le regard ébahi, parfois dubitatif, de centaines de millions de téléspectateurs rassemblés devant leur poste de télévision. Et ce qui m'a frappé dans cette archive, c'est une interview qui a été faite par la télévision américaine le lendemain, à Dayton, où on demande à un monsieur d'un âge certain quelles étaient ses impressions. Et il a répondu ceci: pour moi qui ai vu les premiers avions, imaginer voir un jour l'homme sur la Lune était tout à fait inconcevable. Il conclut en disant cette phrase: tout cela dans une vie d'homme. Eh bien oui, tout cela dans une vie d'homme. Assez intéressant. Assez intéressant pour faire des ponts. Au jour où aujourd'hui on pense à envoyer des gens sur Mars, encore plus loin, eh bien tout ceci ne se serait peut-être pas déroulé si le 25 juillet 1909, M. Blériot n'avait pas décidé de monter son pari fou. Alors revenons à M.
Blériot. M. Blériot a une enfance des plus classiques, issu d'une famille bourgeoise du Nord. Il est peu expansif. D'ailleurs, dit-on des gens du Nord qu'ils sont peu expansifs. L'école centrale, classique, puis il deviendra ingénieur. Et de là, après ses études, lui vint l'idée de créer des phares acétylène. Eh bien oui, ma foi, nous sommes au début du siècle, l'automobile est en plein essor, il fallait bien équiper, il fallait mettre des phares, et puis le marché était assez large. Il n'y avait pas que les automobiles, il y avait les fiacres, les vélos. Et ma foi, son entreprise, les phares Blériot, se développe avec un essor tout à fait exceptionnel. Vous savez, au début des années 1900, il était facile de faire fortune en 4 à 5 ans si on s'en donnait la peine. Et c'est ce qui est arrivé à M. Blériot, dont l'entreprise, après 4 ans, dégageait un bénéfice de 66 000 francs français de l'époque, ce qui est énorme si on le compare au salaire mensuel d'un d'un employé d'un ministère qui gagnait à peu près alors 150 francs français par mois. Et donc voilà, il fait fortune, il se marie avec la fille d'un général, il a 6 enfants, un hôtel particulier boulevard Maillot. Donc le destin de M. Blériot semblait tout tracé. Tout était facile. Mais pourtant, il avait en lui ce vieux rêve, car c'était un rêve pour lui, et ce depuis l'école centrale, il le dira. C'était celui de voler. L'idée était restée au stade du rêve, parce que dans ces années-là, il n'était pas bien vu de rêver. On prenait les rêveurs pour des fous. Et il a alors 33 ans. C'est tard. Les gens à l'époque qui s'intéressaient aux machines volantes et à leur conception avaient entre 15 et 25 ans. Lui en avait 33. Il faisait beaucoup plus vieux. Il avait une moustache, un air bourru, une sorte de nez d'aigle. Et vint un jour où, dans son hôtel particulier boulevard Maillot, il appelle Henri, son chauffeur aux bonnes joues, bien connu dans le coin. Et il lui dit: Henri, fonçons droit, boulevard de la Révolte. Ce que j'ai peut-être omis de dire, c'est que M. Blériot n'était pas le seul à rêver de machines volantes. Un Français, M. Elmer, en 1890, avait développé une espèce de chauve-souris qui avait volé.
Elle avait décollé le sol, il y avait des témoins. Mais cet inventeur de génie a gardé des secrets, trop de secrets qui ont fait qu'il a été oublié de l'histoire, incompris, malheureux. Il a fini par brûler tous ses plans. Donc il ne restait aucun plan. Aux États-Unis également, les frères Wright avaient imaginé un espèce de biplan qui était propulsé par une catapulte. Donc ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce rêve était partagé. Pourtant, ils ne se connaissaient pas. Blériot ne connaissait pas Wright et ni ce qui s'était passé sur les travaux de son confrère en 1890. Mais il n'était donc pas le seul à poursuivre ce rêve. Et donc voilà que ce jour, dans son Penthouse 24 chevaux, conduite par Henri, il se retrouve boulevard de la Révolte chez le garagiste Monsieur Contenay. Alors Monsieur Contenay est un personnage, un ancien cycliste. Un ancien cycliste qui avait pour caractéristique de parler très très fort. Il parlait fort, comme ça. Oh! C'était ce qu'on appelait, ou ce qu'on pourrait appeler, une grande gueule. Ah, monsieur Blériot, quel plaisir de vous voir, mais que venez-vous faire dans mon garage? Monsieur Contenay, j'aimerais bien que vous me prêtiez un de vos hangars. Un hangar? Mais pourquoi faire? S'exclama monsieur Contenay. Pour y développer une machine volante. Voilà donc le départ. Il avait l'endroit. Les travaux sur ce qui développait à l'époque et ce qui allait s'appeler un omnitoptère étaient bien sûr financés par les bénéfices dégagés par les phares Blériot. Et cet omnitoptère ressemblait finalement à un avion qui avait deux ailes, mais des ailes qui battaient. Pourquoi? Parce que M. Blériot s'était inspiré de la nature. Il avait beaucoup regardé la nature. Et donc, il a développé cette machine, cet omnitoptère, comme on dit, avec un moteur qui était alimenté par de l'acide. Et donc voilà, premier essai, ça fait très peur. Le moteur fait beaucoup de bruit, ça grince, les ailes, elles font, mais ça fait un bruit, on a l'impression que tout va exploser. Enfin bref, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Mais cette reconversion n'est pas passée inaperçue dans le monde, le petit monde qui entourait Monsieur Blériot. Et un certain capitaine Faber, qui était lui-même féru des machines volantes, décida de lui présenter ou de provoquer une rencontre avec
Monsieur Gabriel Voisin. Et Gabriel Voisin, lui, il était aussi dans les machines qui volent, mais il était plus au niveau des planeurs, lui. Donc comment ça fonctionnait? Eh bien tout simplement en bord du quai, hein, le long du chemin de halage, il y avait une voiture qui tractait une structure volante, tout simplement. Et Monsieur Blériot était assez intéressé. Pourquoi? Parce que il fallait déterminer la puissance du moteur. Et donc il demande à Gabriel Voisin de mesurer la tension. Ce que Voisin s'exécute avec un dynamomètre. Et il arrive à déterminer que la puissance nécessaire pour tirer ce planeur était de 28 chevaux. Donc il s'est dit, bien écoutez, ce qu'il va nous falloir, c'est un moteur de 28 chevaux. Ok. Donc, nous voilà partis sur un nouveau concept d'hydro-aéroplane qui sera testé sur la Seine avec un moteur donc de 28 chevaux. Catastrophe. On arrive à s'envoler, mais la structure s'écroule après 3 minutes de vol. Par chance, on arrive à sauver Monsieur Gabriel Voisin qui est sous le choc, mais sain et sauf. On le ramène, beaucoup de railleries, évidemment, beaucoup de ricanements, hein, parce que faire voler, c'est pas possible. Ce n'est pas possible à cette époque, 1900, c'est pas possible. Donc, nouveau défi pour Monsieur Blériot, qui apprend de ses erreurs et qui développe une nouvelle machine. Les ailes sont différentes, elles sont de forme elliptique, avec de la toile. Nouvel essai, nouvel échec, malheureusement. Nous voilà maintenant en novembre 1906 et M. Blériot décide de se rendre à Bagatelle chez un certain Santos Dumont. Alors Santos Dumont, c'était un passionné de tout ce qui pouvait voler, des avions, des montgolfières. Et il avait développé un espèce de cerf-volant qu'il était impatient de faire découvrir à M. Blériot. Alors la machine s'engage, et rien ne se passe, malheureusement. L'avion ou le cerf-volant ne décollera pas. Ce n'est que en septembre 1907, début septembre, que ce cerf-volant avion, pourrons-nous dire,
arrivera à décoller. Et euh, à côté de cet avion roulait une voiture avec des commissaires qui étaient chargés de jeter une assiette à chaque fois que, oups, la machine décollait, les roues quittaient le sol, et il fallait rejeter une assiette à chaque fois que les roues retouchaient le sol. Et ainsi, cette machine a pu quitter le sol sur une longueur de 7 mètres. Alors, magnifique, magnifique. On continue à travailler sur l'engin et c'est en novembre que Santos Dumont arrivera à faire décoller sa machine sur une longueur de 25 mètres. Il remporte alors le prix de la machine qui est restée le plus longtemps en l'air. Cette époque, ce moment va également marquer la division entre M. Blériot et Gabriel Voisin, qui ne s'entendaient plus. Il était impossible de travailler encore ensemble. D'ailleurs, monsieur Voisin dira que travailler avec monsieur Blériot était une engueulade permanente. Bon. Ils se séparent et monsieur Blériot abandonne le hangar de monsieur Contenay pour aller s'établir à Neuilly, boulevard Victor Hugo, où il mettra une plaque. Recherche aéronautique Blériot. Les passants, parfois les hangars étaient ouverts, les passants étaient dubitatifs face à cette dénomination recherche aéronautique Blériot. Qu'est-ce que ça voulait bien dire à l'époque, ma foi. Et c'est dans cet hangar, à Neuilly, qu'il va développer toutes ces machines, dont le Blériot 11, avec lequel il fera la fameuse traversée de la Manche. À côté de ça, il continue à créer, il crée une machine de nouveau un petit peu spéciale avec 4 ailes. Il retourne à Bagatelle, présenté avec Santos Dumont. Là, on lance la machine, elle roule. Malheureusement, elle ne voit pas qu'il y a comme quelque chose comme un précipice, ou c'était pas un précipice, c'était, comment je vais dire, un défaut sur la trajectoire, ce qui fait que boum, la machine s'est écrasée. Cette machine, aussi bizarre soit-elle, avait été baptisée le canard, parce que ça ressemblait à un canard. Un passant avait dit ça c'est un canard. Et bien Blériot avait décidé de l'appeler le canard. Donc le canard, il ne va pas vivre très longtemps, vous le savez, mais c'est alors qu'il développe la libellule. La libellule, c'est un avion d'une conception nouvelle, avec un fuselage en papier, mais pas n'importe quel papier, un papier verni. Oui, parce que Blériot pensait que le papier était plus malléable pour un fuselage que d'autres choses. Donc voilà notre libellule. Et cette libellule, elle va voler. Elle va voler 25 mètres. Et elle volera jusqu'à 500 mètres.
c'était pas mal. C'était pas mal. Nous arrivons en 1908. Et 1908 marquera vraiment l'essor de l'aéronautique. Ils sont maintenant plusieurs à faire des essais, dont Farman, qui vole sur les avions d'un certain voisin. Et Farman est le premier à faire un voyage de ville à ville sur plusieurs kilomètres. Les journaux titraient dès le lendemain: on a vu le monstre voler. Oui, seulement, pour M. Blériot, l'aéronautique ne devait pas se limiter à être un instrument de foire ou quelque chose comme ça. Non, il voyait plus loin. Il croyait au potentiel commercial. Et c'est comme ça qu'avec sa libellule améliorée, il a pu faire un voyage de ville à ville, un aller et retour. Car au-delà de l'attraction et du mystère, il voyait un véritable potentiel commercial à cette entreprise. Mais nous voilà en 1908 et vous savez, développer à ce moment-là n'est pas une chose aisée. Il faut savoir que développer, ce n'est pas seulement être entrepreneur, ce n'est pas uniquement prendre des risques, ce n'est pas uniquement de la recherche et du développement, tout ça doit être financé. Et on s'aperçoit qu'entre 1905 et 1909, M. Blériot a dépensé l'équivalent de 4 millions de francs français dans son entreprise. Donc la trésorerie, bon, les phares Blériot continuent à sponsoriser tout cela, mais bon, la trésorerie est très affectée et, ma foi, il se demande un petit peu comment on va financer le tout. Surtout que, bon, il avait une manière assez spéciale de travailler. Il ne travaillait pas sur plan. Il est entouré des meilleurs, dont un certain Saulnier, qui est un jeune gars très entreprenant, mais qui est très surpris par la manière de M. Blériot de faire. Il dit toujours: ah, vous faites des petits trucs comme ça, vous rajoutez des trucs comme ça, vous faites ci, vous faites ça. Tout ça sans plan. C'était assez déroutant pour ces équipes. Hein. Mais bon, toujours est-il, il fallait financer le tout. Alors bon, oui, il faut vendre. Il faut vendre quelques brevets pour dégager de la trésorerie. Et pour continuer à faire voler cette libellule. Cette libellule qui arrive à un moment donné à voler avec un moteur. Il vole. C'est le premier appareil qui volera à 25 mètres de hauteur, donc ça peut faire sourire aujourd'hui alors qu'on vole à 10 000 pieds. Mais 25 mètres à l'époque, c'était quand même la hauteur d'un immeuble de 7 étages à peu près. Et voilà qui fait sa démonstration et que, aïe, en plein vol, qu'est-ce qui se passe? C'est le moteur. Le moteur s'arrête.
L'avion est très déstabilisé. Blériot n'a alors qu'une seconde pour établir la situation. Il sort de l'avion et il se laisse glisser sur le fuselage. Vous vous souvenez de ce fuselage fait en papier verni. Il arrive à la queue de l'avion pour rétablir la stabilité et pour permettre à l'avion d'atterrir. Pour vous dire que derrière ces recherches, il y avait aussi un certain talent et un certain goût du risque et de l'héroïsme. C'est alors qu'un de ses ouvriers, Coilin, décida de dire mais il faudrait un petit peu rassembler, c'est un peu brouillon tout ça, si on arrivait à rassembler tous ces câbles finalement et à faire en sorte qu'avec un manche à balai, parce que c'est de là que vient l'expression le manche à balai, on arrivait à contrôler un petit peu tout cela. Tout cela, tous les câbles remis ensemble sous une bulle qu'on appellera la bulle Blériot. Et ma foi, l'idée était bonne. Et donc, on continuait, je vous parlais du Blériot 11, machine extrêmement fragile, qui faisait 8 mètres de long et qui pesait à peu près 310 kilos. Très fragile, avec des roues de bicyclette. Mais il nous restait le problème des moteurs. On avait 2 chances sur 100 que le moteur ne s'arrête pas, comme ce fut le cas lors de la démonstration précédente. Et c'est un certain monsieur Coilin qui suggéra à monsieur Blériot d'aller voir monsieur Anzani. Alors Anzani, c'était lui aussi un ancien coureur, un Italien, aussi également une grande gueule, on peut le dire. Et lui, il faisait dans les moteurs, mais dans les moteurs pour les courses de moto. Un moteur Anzani, bon, il valait mieux ne pas sortir son costume du dimanche quand on roulait en moto avec un moteur Anzani, parce que ça pétait de l'huile partout, mais cela semblait fiable. C'était des moteurs de 25 chevaux. Donc, il faut un accord, et M. Blériot fait l'acquisition des moteurs Anzani, de l'italien Anzani. C'est alors aussi que le Daily Mail lance un grand concours. 25 000 francs de l'époque au premier qui arrivera à traverser la Manche sans toucher l'eau. Et c'est à ce moment-là, moment très précis, que Blériot dit « Je vais saisir ma chance, je vais traverser la Manche ». Mais il n'était pas le seul sur le coup. Nous sommes en juillet 1909. La TAM est aussi sur le coup. Et pendant que la TAM annonce officiellement qu'il partira de Calais, Blériot, lui, pendant ce temps, il donne des conférences, il fait des démonstrations. Pourquoi ? Parce que ça rapporte de l'argent, et de l'argent, il en a besoin pour continuer. Il fait plusieurs démonstrations qui se déroulent mal. Il faut bien le dire. Plusieurs fois, l'avion prend feu,
cause du carter, qui avait des problèmes de carter sur le Blériot 12. Ça ne va pas. Le 17 juillet, au soir, il apprend que la TAM va s'envoler le 21 juillet pour Calais. Alors Blériot est un homme qui est bon joueur. Il dira ok, il va réussir, il réussira. Il sera l'homme du moment, l'homme de l'instant, parce que Blériot savait très très bien l'impact psychologique aussi. Le retenti mondial qu'un homme traverse la Manche. Donc il se dit, c'est fini. Et voilà que la TAM s'envole de Calais, tous les journalistes sont là. Le président lui dit, que faites-vous, monsieur Latam? Je vais devenir l'homme du monde, lui répond-il. Et voilà que Latam s'envole et quitte Calais. Mais voilà, tout ne se passe pas comme prévu. Après 15 km, l'avion pique du nez. Le bateau qui le suivait va le retrouver assis sur l'avion, flottant, fumant un cigare. Et non, ça n'allait pas. Blériot, mis au courant de l'échec de la TAM, se dit maintenant il faut que je saisisse ma chance. Et c'est donc, il choisit le Blériot 11, donc rappelez-vous cette petite machine de 310 kg et de 8 mètres équipée des moteurs Anzani, et d'ailleurs Anzani qui le rappelle et qui lui dit « Oui, mais monsieur Blériot, quand allez-vous me payer mon moteur? Parce que là, ça commence à faire longtemps, j'ai besoin de mon argent. » Blériot lui dit calmement « C'est pour bientôt, monsieur Anzani. C'est pour bientôt. » Bon. On démonte l'avion. L'avion arrive par train à Calais, où il est remonté dans une petite ferme. Le 24 au soir, c'est l'angoisse, c'est la peur. Blériot est confronté à ses propres peurs. Et oui, qu'allait-il se passer? Il ne savait lui-même pas nager du reste. La peur. Voilà ce qui en fait aussi un homme. Et voilà que le 25, à 4h40 du matin, un dimanche, il n'y avait pas de vent. Le Blériot 11 quitte Calais et s'envole vers Douvres. Le vol se passe bien, malgré la levée d'un petit vent qui a perturbé M. Blériot. C'est un peu étrange, le long des falaises de Douvres, pour celles et ceux qui attendaient Blériot, de voir arriver le bateau qui le suivait avant de voir l'avion.
Et de fait, Blériot était un peu perdu. Il ne savait pas très bien où il était, où était Douvres. Lorsqu'il aperçut, au loin, la ligne grise, il s'est dit, ça y est, là j'y suis. Mais de quel côté dois-je aller? Plutôt à gauche ou plutôt à droite? Et d'instinct, il regarde par le bas et il voit des navires aller dans une certaine direction et il se dit, bah oui, ces navires rentrent au port. Et donc d'instinct, il décide de les suivre. Et c'est ainsi que les personnes qui l'attendaient, dans des falaises de Douvres, le voient arriver et c'est le miracle qui s'accomplit. C'est réellement en 1909 que commence l'ère de l'avion. Blériot avait ouvert la porte. Aussi bien que 18 ans plus tard, un certain Lindbergh va, lui, aller encore plus loin, vu qu'il va traverser l'Atlantique. Quand il arrivera en France, le président l'accueille et lui dit « Monsieur Lindbergh, demandez-moi ce que vous voulez. » Lindbergh esquissa un sourire et répondit « Présentez-moi tout simplement Monsieur François Blériot. »